du jour au lendemain, ils m'ont envoyé un mail. Notre collaboration s'arrête ici et maintenant. Avec ce fournisseur-là, je faisais à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ils m'ont dit en gros, on arrête là, tu dégages. Le wholesale, quand ça s'arrête, c'est dur parce que c'est des gros chiffres d'affaires. C'est une certaine dépendance. Tu passes de 200 000 euros, par exemple, de chiffre d'affaires par an à 0 euros. C'est ce que j'ai appelé le... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on est avec Clément. Salut Clément. Salut Amar, j'espère Ça que va? tu vas bien. Ça va nickel et toi? Ça va, très bien. De la chaîne Stupid Seller. Donc je suis très content parce que c'est le premier invité que j'ai eu sur la chaîne, le premier podcast que j'ai fait avec toi, Clément. Donc Ouais, ça ça me fait date, hein. plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir début 2026 pour faire un peu le bilan sur tout ce qui s'est passé en 2025. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, très rapidement, si tu veux, je te laisse te présenter. Ouais. Bon, on va essayer de faire bref, mais en gros, donc moi c'est Clément, aussi connu sous le nom de Stupid Seller sur YouTube, où je fais des vidéos un petit peu sur Amazon et le private label pour expliquer comment vendre sur Amazon. J'essaie d'avoir cet aspect assez honnête dans tout ce que je fais, donc dans tous mes contenus, voilà, je promets pas les millions de dollars, les Lamborghini à Dubaï, etc. J'essaie d'être assez transparent sur la réalité du business. Et du coup, à côté de ça, je vends sur Amazon depuis maintenant, ça va bientôt faire 5 ans. Et voilà, j'ai différentes marques et je continue à essayer de faire grossir ce business et surtout de m'amuser parce que c'est important aussi d'avoir du fun dans ce qu'on fait au quotidien. Totalement. Et donc pour la petite histoire, j'ai rencontré Clément euh, au siège d'Amazon Ah oui, à lors, Paris, ouais. lors d'un séminaire où on a échangé et où on s'est dit, bah, tu sais quoi, viens, on garde contact comme ça au moins. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est, en tant que vendeur Amazon, surtout, tu vois, les personnes qui ont commencé depuis quelques années, ils ont souvent été dans leur grotte, tout seuls. Et c'est vrai que quand on échange avec d'autres vendeurs Amazon, bah, souvent on partage la même vision et l'objectif c'est de se faire évoluer. Donc voilà, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc si tu veux, on commence par le bilan. Donc euh, comment ça s'est passé cette année? Quel a été le bilan un peu pour toi? Et comment ce business model, tu veux que je refasse juste? Non, non, comme tu veux. Ok. Donc l'objectif, ce serait, tu vois, de faire un peu le bilan pour savoir un peu comment s'est passée l'année 2025 pour toi, euh, quels sont les chiffres si tu veux en parler, et aussi euh, qu'est-ce que tu as pu faire grâce au business model Amazon cette année. Ouais. Cette année a été assez riche. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et tu sais, il y a un truc qui est quand même important dans le business, c'est d'avoir un certain focus. Donc d'essayer de vraiment mettre le maximum d'efforts et d'énergie mentale sur un seul truc et de pas trop s'éparpiller. C'était un conseil d'ailleurs que je m'étais déjà appliqué l'année dernière. Et je sais pas pourquoi cette année j'ai déconné à fond. Genre j'ai fait trop de trucs différents. Genre j'ai été quand on s'est rencontrés, tu vois, j'ai fait une conférence à Amazon. Donc j'ai été conférencier. J'ai fait du coaching, où j'ai coaché des élèves. J'avais mes vidéos YouTube. J'ai lancé une marque. J'ai créé un logiciel. J'ai voulu faire vraiment beaucoup de choses. Donc bon, forcément c'était amusant. Mais du coup j'ai pas eu autant de résultats que je voulais sur mon business Amazon. Mais je suis quand même content de cette année parce que j'ai pu quand même explorer pas mal de choses. La chaîne YouTube a beaucoup bougé. Tu vois, je suis passé je crois que j'étais à 1000 abonnés et quelques. On est là quasiment 4000. J'ai accompagné pas mal de gens aussi. Donc bref, tout avant. Donc je suis plutôt content. Et si on veut rentrer vraiment sur la partie Amazon et donc e-commerce, du coup Amazon cette année, j'ai fait 650 000 de chiffre d'affaires. Hein, pas du Ok. profit, hein, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc comparé à l'année dernière j'étais à 500 000. Donc ça fait une légère augmentation. En soi, c'est pas énorme. Je m'attendais à beaucoup plus en réalité. Sauf que il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que vu que j'avais pas le focus, j'ai pas lancé autant de produits que ce que j'aurais voulu. Normalement, j'avais prévu de lancer 6 produits. J'en ai lancé 2. Donc clairement très en dessous des objectifs. Et après, pareil, généralement, ce que je fais et ce que je recommande de faire, c'est dès qu'il y a un produit qui marche, lancer des variations pour continuer à avoir du momentum sur ce produit et avoir encore plus de chiffres.
Donc ça, j'ai réussi à le faire, mais voilà, j'ai pris un peu de temps, j'ai traîné à droite à gauche. Enfin, il y a plein de trucs que j'aurais pu faire que j'ai pas fait à cause de ce manque de focus là. Donc ça a limité mécaniquement la croissance que j'ai eue. Et après, il y a aussi le fait que j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je faisais du wholesale. Donc pour ceux qui savent pas, c'est quoi le wholesale? C'est en fait, il y avait une partie de mon business, donc il y a le private label, donc c'est mes propres marques, j'en ai trois. Et après, il y a la partie wholesale que j'avais, c'est-à-dire je rachetais de la marchandise à un fabricant que je revendais ensuite sur Amazon. Donc ça peut être bien pour démarrer parce que ça permet de commencer avec un petit budget et il y a pas besoin de trop se casser la tête, hein. On achète, on revend et voilà, c'est plutôt simple. Donc ça a fonctionné très bien pendant 5 ans. Donc avec ce fournisseur-là, je faisais à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ok. Et donc on a une longue relation, tu vois, pendant 5 ans, on bossait ensemble. Tous les ans à Noël, j'envoyais du champagne à l'équipe pour être sympa. Bref, ça se passait très bien. Et du jour au lendemain, ils m'ont envoyé un mail. Donc, ils m'ont même pas appelé, tu vois. Ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit, ah, merci pour notre collaboration. Malheureusement, le groupe est en train de se faire racheter, donc on va reprendre le contrôle du digital et par conséquent, notre collaboration s'arrête ici et maintenant. Donc ils m'ont même pas laissé un délai de carence, rien du tout. En un email, ils m'ont dit en gros, on arrête là, tu dégages et on reprend le contrôle. Et Ok. forcément, ça m'a bien foutu les boules, hein, on va pas se mentir. Ouais. Voilà, pendant 3 jours, j'étais énervé. Ouais, j'étais pas bien, tu vois. Tu te dis, putain, enfin, non seulement t'as le chiffre, mais t'as aussi l'aspect relationnel où tu sais, je m'entendais bien avec l'équipe, tout ça. C'était des années de travail avec eux. Et finalement, bah, voilà, t'es remercié comme ça, on t'appelle même pas. Donc bon, c'était pas très cool. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, le wholesale, c'est fini pour moi. Et je vais passer vraiment sur que mon activité de private label. Donc c'est un peu ce Ok. qu'on se disait tout à l'heure, c'est voilà, le wholesale c'est bien, mais si vous sécurisez pas avec des contrats écrits ou trouver une manière de vous sécuriser, bah, du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Ouais, bah, c'est clairement, en fait, tu vois, bah, j'ai des personnes quand ils débutent. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, moi, je suis vraiment spécialisé en achat-revente. Donc, aussi bien en retail, en online et en wholesale. C'est ce qui m'a permis bah, de financer mes marques. Et bah, comme je l'ai dit, hein, j'ai commencé par du retail, puis de l'online, puis du wholesale. Et en fait, le wholesale, quand ça s'arrête, c'est dur parce que c'est des gros chiffres d'affaires. C'est une certaine dépendance et je sais qu'il y en a certains qui veulent directement commencer par du wholesale, ce que je ne recommande pas. Même si, bah oui, les gros, ils passent par du wholesale, les gros revendeurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bah déjà, on a plusieurs revendeurs, donc on a plusieurs marques avec lesquelles on travaille, donc on n'est pas dépendant d'une marque. Et surtout, bah, la compétence de savoir faire de l'online, donc c'est-à-dire de savoir réinvestir son argent, bah, en réalité, c'est le plus important parce que bah, à l'heure d'aujourd'hui, tu te rends compte que, par exemple, le wholesale, quand on a plusieurs, en réalité, c'est ce qui te permet de financer tes marques en private label. Et le fait d'en dépendre, et c'est pour ça que je dis souvent, éviter de faire directement du wholesale, parce que si tu avais eu que ça, et pas de Ah, private c'était label, fin de la partie, ouais. voilà, tu passes de 200 000 euros, par exemple, de chiffre d'affaires par an à 0 euros. Mm. Donc, mais toi, bon, l'avantage, c'est que tu as déjà le private label qui est en Mm. place, qui te permet de pouvoir faire en sorte de continuer à évoluer. Ok, donc ça, c'est la mauvaise nouvelle de l'année, quoi. C'est ça, bah, du coup, c'est ce que j'ai appelé ouais, le moins 200 000 en un email. Donc forcément, il fait pas plaisir, mais bon, voilà, c'est aussi une leçon qu'il faut apprendre et se dire que voilà, bah, on est entrepreneur, ça arrive, faut rebondir et voilà, on est toujours là à se battre. Donc bon, j'ai accepté cette perte-là. J'ai pris aussi le temps du coup en me disant, ben, tant qu'à faire, autant regarder aussi tous mes produits, ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas, pour éliminer un peu les produits qui végètent ou qui rapportent pas grand-chose. J'ai essayé de faire un peu le ménage pour me dire, ok, comme ça au moins je focus sur ce qui fait de l'argent. Et après, j'ai racheté une autre marque aussi. Là, je pense que ça doit faire 4 mois, 5 mois. Ok. Donc pour continuer à me développer sur Amazon, j'ai racheté une nouvelle marque. Donc pour donner un ordre d'idée Combien de du produits? budget, Il y a combien de produits il y avait? deux produits, il y avait deux produits. Et j'ai racheté 65 000 euros avec le stock. Et il y avait combien de valeurs de stock? 15 000. Ok, d'accord. Et en fait, c'était une marque qui voulait plus s'en occuper, il n'avait pas le temps.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était quelqu'un qui avait sa boîte en France, qui déménageait à l'étranger. Il avait une autre activité qui lui rapportait plus de cash. Donc il a dit j'arrête et il voulait quelqu'un. Donc vu que c'était quelqu'un que je connaissais et qui était aussi un ami, je me suis dit bon bah, pourquoi pas faire la transaction. Et du coup bon, ça s'est fait un peu naturellement. Donc voilà, Ok. c'est Mais c'est plutôt ce que cool. je dis souvent aux personnes qui se lancent sur Amazon parce qu'ils pensent souvent que c'est saturé. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne restent pas 50 ans vendeurs Amazon, hein. Ils passent aussi à autre chose parce que c'est aussi un tremplin dans leur vie. Ça te permet de pouvoir faire de l'argent. En fait, quand tu sais, euh, quand tu as la compétence de savoir faire de l'argent sur Amazon, bah, en réalité, déjà, tu dors beaucoup, beaucoup mieux. Et tu peux aller sur d'autres projets. Et quand je dis d'autres projets, eh ben, c'est tout simplement peut-être créer sa marque, mais pas forcément que sur Amazon. Peut-être aller sur d'autres projets, mais au moins les financer grâce à Amazon. Et bah, surtout en pouvant travailler de partout dans le monde. Comme bah, par exemple, toi, cette année, tu as été une grosse partie de l'année à l'étranger. Bah, si tu peux nous dire un peu comment ça s'est Ouais, passé, ouais, comment ouais. tu fais ça aussi. Bah, justement, c'était marrant. On en avait parlé dans le précédent podcast. On avait fait une petite partie sur l'expatriation. Donc c'est cool de pouvoir en parler. Bah, après, tu connais un peu mon point de vue là-dessus. Je pense qu'on est plutôt d'accord dans le sens où voilà, le climat en France, c'est pas forcément fun, c'est compliqué, tu te fais ponctionner à tout va. La mentalité de la plupart des gens est pas super agréable au quotidien. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'appréciais plus en France et que je voulais plus avoir dans ma vie. Ce qui fait que je me suis décidé à partir. Donc ces dernières années, j'ai énormément voyagé. Donc au total, j'ai fait plus d'une trentaine de pays, un peu partout, donc en Asie, en Amérique, en Europe, etc. Et il y a deux pays que j'aimais vraiment bien. Donc là, c'est pour ça, presque 6 derniers mois, j'étais au Mexique. Donc très intéressant. J'ai fait un mois aussi en Colombie pour tester un petit peu. J'ai moins aimé la Colombie. C'est un climat qui est... Enfin, je sais pas, il y avait... Voilà, t'es obligé de faire quand même assez attention. Il y a pas mal de problèmes. Bon, c'est l'Amérique latine, quoi, en gros. Et par contre, le Mexique, c'est très cool. Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités aussi, parce qu'Amazon se développe énormément là-bas. Donc en gros, là-bas, tu as Mercado Libre et tu as Amazon, c'est les deux grosses plateformes. Et je pense qu'il y a vraiment, vraiment des choses à faire. Après, forcément, c'est plus compliqué parce que bah, travailler avec des fournisseurs mexicains, c'est bon courage, c'est compliqué. Les mecs te répondent pas. Enfin, c'est pas les Chinois, quoi. C'est un autre délire. Et je pense que si tu veux vraiment réussir là-bas, à mon avis, c'est mieux d'être sur place, d'aller les voir, de mettre des petits coups de pression. Mais je pense que c'est un endroit où voilà, il y a encore plein de trucs à construire, il y a des opportunités, puis s'il fait bon vivre. Et après, là, du coup, dans 2 semaines, je pars en Thaïlande. Parce que j'y suis déjà allé plusieurs fois et j'adore la culture, les gens. Enfin, je trouve que c'est un endroit où il fait bon vivre et où tu as un bon rapport qualité-prix. Oui. Et j'ai pris la décision donc d'aller m'installer là-bas pendant au moins une année. Et après, je ferai le bilan. Je me dirai, ok, est-ce que je me vois vivre ici plus longtemps, ou est-ce qu'au contraire, bah, ça me manque, l'Europe me manque, ou peut-être j'irai ailleurs. Enfin bref, l'avantage de nos business web, c'est que justement, on peut se permettre de se dire, ok, bah, si ça Mm. me plaît plus, demain, je me casse et puis ciao, quoi. Exactement. C'est vraiment le gros avantage de ce business model Amazon, c'est que tout simplement, c'est Amazon qui gère absolument toute la partie logistique, donc stockage, envoi au client, retour, SAV. Donc en fait, toute la partie galère en réalité, hein, c'est eux qui gèrent cette partie-là. Donc c'est quand même un gros avantage. Et après, moi, ce que je dis souvent, parce que c'est vrai que je recommande pour les personnes qui n'ont pas la capacité financière de développer des produits, etc., de commencer avec de l'achat-revente simple. C'est tout simplement pour pouvoir leur montrer que c'est possible de faire de l'argent. Faire de l'argent pendant que tu dors, c'est pas uniquement réservé à ceux qui ont un gros budget. Non, c'est possible avec des petits produits. Mais il faut pas négliger la première brique que tu poses, parce que bien sûr, il faut travailler, c'est du travail, et ça, on le dit, euh, c'est beaucoup de travail. Mais une fois que c'est en place, c'est là où tu récoltes les fruits bah, du travail que tu as pu effectuer, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que c'est des activités qui sont
assez complémentaires. Tu vois, tu as un truc qui est là, qui te ramène du cash de manière assez rapide et où tu peux tester aussi. C'est plus facile de se tromper quand tu fais de l'arbitrage que quand tu fais du private label, quoi. En private label, tu te trompes, bah, ça va te faire mal au cul et tu as une chance de perdre une bonne partie de ton investissement. Alors que voilà, en achat-revente, bon, bah, il y a quand même un risque qui est quand même un peu plus modéré. Donc je pense que voilà, c'est des deux trucs qui vont plutôt bien ensemble. Après, c'est pareil, je pense que c'est une question de vision, c'est pas vraiment les mêmes business. Enfin, moi, je sais que ça m'intéresserait vraiment pas de faire ça. Je pense que ça dépend aussi des gens. Euh, Après, moi, je pousse de toute façon toutes les personnes qui se lancent dans de l'achat-revente à terme de passer sur la création de la propre marque parce que bien sûr, tu crées un actif sur le long terme. Mais le problème, c'est que les personnes qui ont un petit budget, ok, ça peut le faire comme ça peut pas le faire, mais en gros, quand tu fais en réalité de l'achat-revente, à 90%, si tu fais bien les choses, quoi qu'il arrive, tu avances, tu vois. Si tu fais bien les choses, tu ouais, c'est bosses. sûr. Jusqu'au bout d'un moment où, bah, avec cet argent-là, tu crées ton actif, tu vois et tu crées ton actif. Donc, bien sûr, bah moi, clairement, c'est ce qui m'a permis de pouvoir financer les marques que j'ai développées, les produits. Carrément, on a développé trop de produits. C'est pas ce qu'il fallait faire au début, mais on en avait déjà parlé. Mais ben, en réalité, c'est parce que la capacité financière me permettait de pouvoir développer des produits. Et donc, c'est vraiment l'avantage. Et donc là, donc cette année, tu vas partir en Thaïlande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, le projet de vie, c'est de partir m'installer en Thaïlande. Et puis, bah, travailler, hein. On est là, on est là pour ça. Euh, donc après, donc, en termes de projet professionnel, bah, je vais continuer à vendre des produits sur Amazon, continuer à développer les marques et également la chaîne YouTube, faire du contenu, essayer de proposer des choses intéressantes. Et à côté de ça, comme tu disais, en fait, avec l'argent que j'ai ramassé, il y a un truc que j'avais envie de lancer depuis déjà un moment qui me trottait dans la tête. Et bah, déjà parce que je pense qu'il y a une opportunité et aussi parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. Et du coup, je vais lancer un truc de complément alimentaire. Donc voilà, c'est un marché où c'est quand même compliqué. Toi, tu vendais aussi ce type de produit, donc tu sais que c'est pas facile, c'est concurrentiel. Mais après, voilà, la récompense peut être grande et Ouais. il y a pas mal de points positifs avec ce type de consommable-là. Et en gros, l'idée, c'est j'ai envie aussi de montrer un peu toute l'expérience sur YouTube. Donc, à mon avis, j'ai pas encore totalement réfléchi au format, mais je pense que je ferai une série de vidéos pour expliquer voilà de quoi je suis parti, comment j'ai créé le produit, comment on l'a marketé ensuite, et ensuite après comment on l'a lancé sur Amazon, sur Shopify, etc. Donc l'objectif il est un peu double, il est de lancer cette marque de complément et en même temps de montrer le processus sur YouTube et après de dire à la fin ok on a réussi ou ok on s'est planté, pourquoi on s'est planté et en tirer un peu les leçons derrière tout ça. Ok. Et bah, si t'es partant, moi je serais chaud que tu nous en dises un peu plus sur ce projet-là. Et Mhm. pour les personnes qui ne connaissent pas tout le processus, bah, expliquer comment on développe un produit de A à Z, quelles sont les difficultés, quel marché tu vas cibler, quelle stratégie tu vas utiliser, pour nous dire un peu bah, comment ça se passe, le processus pour la création de produits euh, sur Amazon. Ouais, bah du coup ça va faire un peu écho avec le contenu que je propose sur YouTube. En gros, moi, c'est vrai que ma stratégie comparée à pas mal d'autres vendeurs Amazon, ça a vraiment été la différenciation. C'est-à-dire, ben, quand on va vendre un nouveau produit sur un marché en private label, bah, à chaque fois, j'essaie d'attaquer avec un nouvel angle différent de ce que fait la concurrence. C'est-à-dire soit en changeant le design du produit, soit en rajoutant une fonctionnalité, soit en modifiant grandement le marketing ou la cible du produit. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de pousser un peu parce il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent et qui se disent, ben voilà, je vais prendre ce produit-là, je vais simplement mettre mon logo dessus, changer vite fait la couleur et t'inquiète, ça va passer, ça va envoyer du lourd. Alors, ça marche dans certains cas, mais le problème, c'est que surtout dans des marchés qui bougent beaucoup, donc par exemple aux États-Unis, les Chinois, ils vont très vite voir que le produit marche. Ils vont faire quoi? Bah, ils vont arriver, ils vont vendre exactement le même que toi, baisser le prix, et au bout de 3 mois, tu as perdu 80% de part de marché, et derrière, c'est une catastrophe. Avec des Donc, bons avis. ouais, ouais, ils m'ont niqué. Ils m'ont niqué déjà plusieurs fois, on en avait parlé. Ouais. Donc c'est pour ça, ça m'est arrivé plusieurs fois où je me suis fait déchirer.
Et c'est là où je suis venu à me dire, ok, bah, il faut une stratégie différente parce que celle que j'avais jusqu'à présent, bah, ça n'a pas été terrible sur du long terme. Et donc maintenant, vraiment, j'essaie de faire le maximum pour mettre des barrières à l'entrée et proposer du coup plus de valeur ajoutée aux clients afin de me sécuriser. Et en même temps, bah, c'est mieux de faire bien les choses. Enfin, c'est plus gratifiant que de vendre une daube chinoise, comme on dit. Et du coup, on en arrive à ce point-là. Donc, c'est la stratégie que j'applique sur mes produits Amazon. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à faire un complément alimentaire, on va appliquer la même stratégie. Donc, de base, je voulais faire un complément alimentaire dans le sport parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. J'adore ça et ça m'était venu plutôt à l'esprit assez rapidement. À la base, c'était un projet pour de la créatine. Sauf que finalement, le fournisseur qu'on avait trouvé, il nous a lâchés et je voulais absolument pas sourcer en Chine. Parce que bon, les Chinois, ils font des trucs, voilà, c'est un peu la catastrophe et c'est quelque chose que tu vas ingérer. Je me suis dit, c'est pour faire ça, faire n'importe quoi, autant ne pas faire le projet. Et du coup, il y a quelques mois, en fait, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune. Bon, voilà, pas de chance, hein, ça fait chier. Mais au lieu de me dire, bon, on casse les couilles, pourquoi la vie s'acharne sur moi, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas avoir une nouvelle opportunité là-dedans. Et ça peut être l'opportunité de moi-même créer un produit qui correspond donc à mon besoin, à ma maladie. Parce que sur le marché, je l'avais regardé, il n'y avait pas grand-chose. Et en même temps, ça peut être une opportunité business et au passage d'aider les gens, ce qui peut être plutôt sympa, on va se le dire. Du coup, comment j'ai fait ça finalement? Bah après avoir regardé le marché, bon, tu connais un petit peu, hein, tu utilisé les Home 10, Seller Sprite, etc., les outils un peu basiques. J'ai vu que sur le marché, voilà, les compléments alimentaires à l'heure actuelle, bah, il y avait pas, ils saupoudraient un petit peu des doses, il y avait rien de vraiment scientifique, ou alors ils mettaient des ingrédients qui, au contraire, pouvaient endommager, enfin, faire plus de mal que de bien. Donc il y avait plein de trucs qui étaient pas terribles. Bon, bah, je suis pas médecin, hein, mais maintenant avec l'IA, etc., tu peux. J'ai beaucoup utilisé Gemini avec le Deep Research. Je sais Ouais, pas si tu as déjà utilisé le Deep Research, où ouais. vraiment il te fait des rapports ultra complets. Et du coup, j'ai commencé à utiliser ça. Et après, ce que j'ai fait pour passer encore au niveau au-dessus, je me suis dit, bon, comment on peut essayer de faire les choses de manière correcte et un peu scientifique. Donc j'ai téléchargé avec Google Scholar toutes les dernières études, donc des 5 dernières années, donc autour de cette maladie-là, des compléments alimentaires, des effets, des résultats, etc. Et après, j'ai aussi téléchargé plusieurs e-books, donc des livres assez connus dans le domaine par rapport, pareil, à cette maladie. Et j'ai utilisé ce qu'on appelle le Notebook LM. Donc, je sais pas si tu l'as déjà utilisé aussi. Non. Donc, c'est un outil, pareil, c'est sur Google. Et en fait, c'est un truc où tu vas mettre toutes tes sources. Ok. Et après, une fois que tu as toutes tes sources, donc ça peut être des PDF, ça peut être des Google Docs, des vidéos YouTube, etc. Une fois que tu as mis toutes tes sources là, ça te fait comme une espèce de base de données que après tu peux interroger en fait dans un chat pour dire ok, en te basant sur toutes les sources que je t'ai données, quelle est la molécule la plus importante pour améliorer les conditions de cette maladie, etc., etc. Et il va utiliser que, pour base de Ouais, recherche, il va utiliser que ce que tu lui as transmis. Pas exactement. ailleurs. Pas ailleurs. Non, Ok. non. Donc En ça gros, permet c'est pour d'avoir le des bloquer quoi. données, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, tout est sourcé parce qu'il va piocher exactement de ce que tu as mis là. Ok, Et il va d'accord. aussi te donner le document avec la ligne exacte pour que tu puisses derrière toi aller vérifier qu'il t'a pas raconté n'importe quoi. En Ouais, gros, qu'il le a but pas pris sur un c'était forum ou un truc comme ça, quoi. voilà, qu'il t'a pas pris sur Doctissimo, un truc à la Ouais. con. Donc le but c'était de cadrer pour justement avoir un peu de rigueur scientifique. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec plusieurs médecins. Je leur ai fourni toutes les études parce que voilà, on va dire qu'il y a des études qui se valent pas. Parce qu'il y a des études où bon, c'est fait dans des pays, voilà, genre c'est fait en Iran, c'est pas fait en test double aveugle. Enfin, j'ai rien contre les Iraniens, mais il y a des trucs qui sont moins bien faits dans d'autres pays. Et après, bah, lui, son job, c'était de vérifier la véracité des études, voir si elles étaient suffisamment sérieuses pour qu'on puisse garder telle ou telle donnée. Et après, à la fin, il m'a fait un rapport agrégé pour me dire, OK, bah, d'après les dernières revues scientifiques et ce qui se passe à l'heure actuelle, bah, les molécules les plus importantes, c'est ça, ça, ça. Et ensuite, j'ai récupéré ça, j'ai bossé avec un pharmacien pour faire la formulation du produit. Et là, maintenant, on est à l'étape un peu de sourcing pour faire fabriquer ce produit-là dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc vous imaginez tout le travail qui doit être effectué pour pouvoir développer un produit. Donc c'est un gros travail, donc c'est vraiment, tu vois, un gros pari parce que ça vous demande du temps, ça vous Mm. demande bien sûr
de l'argent. Bah d'ailleurs, je dis du temps parce que bah, tu t'es associé par rapport au temps, t'avais pas tu peux pas Ouais, développer ça. non, j'avais pas le temps. Ouais, bah avec tous les trucs que je fais, YouTube, mes marques, l'outil, etc., j'ai pris la décision de m'associer sur ce projet-là pour justement avoir quelqu'un qui s'occupe de toute la partie Amazon, qui va s'occuper aussi des listings, etc. Donc pour me décharger une grosse partie du travail et que moi je m'occupe plutôt de la stratégie et on va dire de la vision du projet. Bah, pour moi vraiment, hein, je le dis souvent, être associé, on a l'impression, bah, quand tu trouves le bon associé, c'est ça aussi. Ouais, euh, Quand c'est tu sûr. trouves le bon associé, mais c'est waouh, c'est game changer réellement parce que vous avez la. Souvent, bah, j'ai l'impression, enfin moi pour ma part, par exemple, bah, je suis complémentaire avec mon associé où vraiment je suis le gars qui va tester, 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 mais un million de trucs. Et à l'inverse, mon associé il va être plutôt précautionneux et faire en sorte qu'on évite les soucis. Et et je trouve que c'est hyper important quand, quand, quand tu as un associé, ça permet aussi de pouvoir faire en sorte quand toi, tu es un peu down ou moins chaud, etc., bah, toujours avoir une autre personne qui te motive et qui te dit, bah, voilà, t'en es où, c'est comment, parce que faut pas Ouais. croire, hein, même si on aime bien ça, vraiment, mais c'est fatigant, des fois, c'est Ouais, réellement. bah, des fois, tu te dis, putain, je vais tout arrêter, nique sa mère, je vais retourner, je vais aller à McDonald's, retourner des steaks, ce sera mieux. Et c'est vrai il y a des fois, je me suis dit, vas-y, j'arrête Non, tout. Mais mais bon, franchement, ça, pendant longtemps, 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 bah, par exemple, dans mon cas, bah, j'ai vraiment galéré euh, dans ce business model, enfin, moi, le problème, c'est que je suis pas tombé sur Amazon depuis, entre guillemets, du début. J'ai dû trouver, j'ai un parcours où j'ai dû trouver. Donc, j'ai essayé toujours de trouver, voilà, c'est quoi le bon business, e-commerce, oui, mais c'est quel type de plateforme? Ah, j'avais des magasins physiques, etc. Et au bout d'un moment, tu essayes de trouver, entre guillemets, la bonne formule. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est faire preuve de résilience, c'est-à-dire ne pas lâcher jusqu'au bout d'un moment où, de toute façon, à force de répéter, si tu fais bien les choses, euh, tu vas avancer et surtout bah, éviter les erreurs. Je dis ça parce que bon, j'en ai fait beaucoup, c'est-à-dire essayer d'avoir le raccourci le plus rapide possible. Donc s'informer, mais se former aussi pour pouvoir faire en sorte bah, d'éviter de perdre du temps, de l'énergie et même de l'argent pour bah, entre guillemets atteindre votre objectif le plus rapidement possible. ouais, non, non, je suis d'accord là-dessus. Euh, après, par rapport au... C'est vrai que trouver un associé, c'est bien avec qui t'es complémentaire, mais je vois aussi quand même pas mal de gens qui s'associent un peu avec n'importe qui, limite à un pote vite fait, ou... et ça, c'est des grosses erreurs parce que bah, déjà, ça peut détruire votre amitié, et aussi parce que j'ai l'impression que les gens, ils veulent s'associer juste pour réduire un peu le risque, pour pas Oui, avoir à prendre de décision, et exactement. ça, pareil, c'est pas bon parce que soit vous avancerez pas, soit... enfin, il y aura que des problèmes et finalement, vaut mieux être tout seul si c'est pour faire ça, quoi. Ouais, clairement. Et donc sur la conception de produits, donc là maintenant, bah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, bah ok, je vais sortir un produit, mais je suis perdu parce que bah tu vois la preuve, tu as dépensé déjà pas mal d'argent alors que bah, t'as pas encore un échantillon, euh, mais tu as commencé à développer bah, du budget sur la recherche, la recherche et développement, sur les produits. Comment ça se passe? Comment vous vous organisez pour essayer de faire en sorte de savoir est-ce que vous êtes rentable, est-ce que vous n'êtes pas rentable, est-ce que ça va être intéressant par rapport au prix du marché, parce qu'il y a plein de choses à prendre en considération. Ouais, Comment ça se passe et comment de base tu t'es organisé pour pouvoir le faire auparavant? ouais. Bah, ça va vraiment dépendre des projets. Donc, on va dire que pour mes projets habituels, plutôt sur vraiment focus Amazon et donc moi, ce que je vends, c'est des produits de bureau principalement. Donc là-dessus, c'est plus simple parce que bah, ça va vraiment être focus sur Amazon. Donc, on va regarder le mot-clé, le chiffre d'affaires des concurrents. On aura une idée à peu près, pas précise, mais une fourchette de OK, à quoi on peut s'attendre en termes de vente et de volume de vente et de chiffre d'affaires. Donc après, en partant de là, bah, on va pouvoir savoir combien de quantité il nous faut de produits. Enfin, tu vois, ça va découler pas mal de choses. Et après, on va pouvoir se dire, OK, bah, notre prix max d'achat, ça va être ça. Si on veut vendre à tel prix et du coup pas être au-dessus de la concurrence. Après, il y a plein de manières de savoir si, pour
pour trouver un peu ton prix de vente, tu as différentes manières. Tu peux soit faire une étude de marché, soit tu peux faire un sondage aussi, te dire, OK, est-ce que les gens sont prêts à payer 20% plus cher si j'apporte tant de valeur? Après, tu peux aussi faire à l'arrache et te dire, bah, on verra bien. Bon, je ne conseille pas forcément, mais c'est une possibilité. C'est chaud, ça. Donc voilà, tu as différents moyens de le faire. Et après, là, pour ce projet-là, où c'est moins focus Amazon, donc Amazon, ça va être le levier au début, parce que je pense que c'est intéressant, ça permet d'avoir une visibilité, d'avoir déjà, on va dire, de la preuve sociale, parce qu'on aura des reviews, etc. Donc je pense que ce sera bien pour démarrer. Là-dessus, voilà, tu as des volumes qui sont pas forcément très importants par rapport aux produits qu'on est en train de développer. Mais après, tu vois, je sais qu'il y a il y a quand même, je crois, il y a un produit qui fait quand même 100 000 par mois, donc c'est pas mal. Forcément, on va pas se baser là-dessus pour l'instant. Après, nous, c'est vrai que pour ce projet-là, vu qu'on a le cash et que c'est un projet aussi un peu, on va dire, c'est un business, mais c'est aussi un truc un peu passion. On sait qu'on veut y aller, on sait qu'il y a une opportunité parce que c'est un marché qui est assez gros. Ça représente, je crois aux États-Unis, on avait calculé, mais il y a 20 millions de personnes qui ont cette maladie-là. Donc ça, c'est quand même un chiffre important et surtout il y a, bon, malheureusement pour les gens, mais heureusement pour nous, il y a un accroissement de la population qui est de plus en plus de maladies auto-immunes. Et d'ici 2030, il y aura 10% de gens en plus qui auront cette maladie-là. Et du coup, tu vois, en croisant un petit peu les chiffres, on se dit, OK, bah, il y a une opportunité parce que bon, déjà, il y a quand même de la demande sur Amazon. Les gens, le marché des compléments alimentaires, surtout aux États-Unis, il est assez mature. On a une formulation qui est meilleure que les autres. On va arriver avec un marketing qui est meilleur. Donc, on a quand même de grandes chances que le projet fonctionne. Après, on va se donner les moyens, on va mettre du budget. Et après, si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Tu vois, j'aurais créé mon propre produit que je pourrais consommer tous les jours. Et puis, j'aurais peut-être perdu un peu de sous, tu vois. Ouais, clairement. Ok. Et donc, bah d'ailleurs, par rapport à la rentabilité, euh, tu m'avais montré auparavant que tu avais commencé à développer, donc toi en version bêta, un système qui te permettait bah, de supprimer le fameux fichier Excel Ouais. qu'on utilise tous pour pouvoir faire en sorte de savoir si on est rentable ou non. Et tu avais développé un SaaS pour pouvoir calculer ta rentabilité, ou du moins au plus près de la réalité. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, et même si tu es chaud par la suite nous montrer. Hmm. Ouais. Bah, c'est vrai que la plupart des gens, c'est une étape un peu cruciale, c'est le calcul de rentabilité. Donc, bah, savoir combien tu peux gagner à la fin. Parce que forcément, c'est bien beau de lancer des projets, mais si c'est pour pas gagner d'argent ou quasiment rien, bah, ça vaut pas le coup de se lancer. Donc effectivement, c'est une étape qui est importante. Donc pour le cas du complément alimentaire, là, on a déjà eu une première fourchette de prix. Donc on sait qu'on devrait être largement rentable. Bon, après, dans ce type de produit-là, généralement, tu as quand même des marges intéressantes. Oui. Mais dans la plupart des autres catégories de produits, bah, la marge, des fois, ça peut être vraiment le point bloquant, hein. C'est arrivé plein de fois que tu trouves le bon produit, mais simplement en faisant les calculs de rentabilité, tu vois que ça passe pas. Et malheureusement, bah, tu es obligé d'abandonner l'idée parce que mathématiquement, tu n'y arriveras Ouais. pas. Donc c'est pour ça que faire des calculs de rentabilité, c'est une étape cruciale. Et jusqu'à présent, il y avait quoi? Il y avait soit les fichiers Excel des formations. Généralement, les gens, ils prenaient une formation en ligne. Ils avaient un fichier Excel où, ben, bon, déjà, c'est chiant de remplir un fichier Excel, mais souvent, il manquait des données. Par exemple, il manquait le taux de retour, il manquait le coût publicitaire, il manquait les dimensions, le coût de stockage d'Amazon. Enfin, il manquait beaucoup de données qui, finalement, mis bout à bout, bah, tu faisais un calcul, mais tu n'étais vraiment pas précis. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on pourrait apporter une solution concrète à ce problème-là. Et c'est là où j'ai commencé à bidouiller avec de l'IA, où j'ai créé une première version de l'outil qui marchait pas trop mal. Et après, quand on a fait tester à des gens, ils m'ont dit, ah bah c'est cool, est-ce que tu peux améliorer ça, ça, ça? Et là, je me suis dit, bon, ok, on va essayer de faire un truc un peu plus pro et carré. Et du coup, on a bossé avec un développeur sur l'outil. Bah, du coup, je peux faire une petite Ouais. démo. Tac. Alors, cet outil, ça s'appelle Banana Profit. Bah ouais, j'ai mon blaze sur YouTube, c'est Stupid Seller, donc on est parti sur un truc un peu fun. Je voulais pas un truc qui fasse trop financier parce que bon, ça fait, voilà, c'est moins cool. Donc, une fois que vous arrivez sur la page, l'outil est gratuit, hein, je tiens à préciser, il y a rien pour l'instant, il n'y a rien de payant. Vous pouvez commencer gratuitement. Et en fait, donc, quand vous arrivez là, déjà, vous sélectionnez votre marché. Donc là, on veut dire on veut vendre un produit en France. Donc, on sélectionne la France. Et en fait, l'idée de l'outil, c'est vraiment de vous accompagner étape par étape sur tous les points liés à votre produit
pour derrière vous faire un calcul de rentabilité qui soit vraiment très précis et qui vous aide à prendre la meilleure décision possible. Bon là j'avais déjà pré-rempli pour éviter de perdre trop de temps avec vous. Donc là vous voyez on veut vous dire qu'on veut faire un moulin à café, le prix de vente TTC il est à 80 euros, la TVA on n'a rien à toucher c'est 20%. Là, les dimensions du produit emballé, c'est soit vous avez déjà fait votre sourcing et vous connaissez les dimensions, soit vous prenez celles d'un concurrent. Donc vous prenez celles d'un concurrent et vous les remplissez ici. Et après, là, on fait une petite description du produit. Donc là, c'est un moulin à café manuel pour moudre du café. Après, on va faire suivant. Là, c'est pour la gestion d'inventaire. Là, pareil, il y a des chiffres qui seront pré-remplis. Soit vous pouvez les modifier si vous avez le détail, ou si vous n'avez pas le détail, vous n'avez pas besoin de toucher là-dessus. Donc là, on veut dire que le MOQ pour ce produit-là, c'est 300. Donc on va dire qu'on va démarrer avec 300 unités, on va laisser là. Le taux de retour, on a vu que sur la catégorie, le taux de retour, c'était 3%, donc j'ai mis 3%. Et là, je ne savais pas quelle donnée mettre, donc j'ai laissé ce qui était pré-rempli, c'est-à-dire 60%. Après, ça, on ne va pas regarder parce que c'est un peu trop avancé, on va mettre suivant. Ici, là, on arrive sur la partie fabrication. Donc là, on va dire qu'on va acheter en Chine. Donc là, le pays d'origine, c'est la Chine. La quantité minimale de commande, donc comme on a dit, c'est 300 unités. La devise, c'est en US dollars. Donc on va laisser ici. Et le coût unitaire du coup de chaque produit, ça va coûter 12 dollars. Donc là, on met 12 dollars. Après, là, on arrive à la partie transport. Donc pareil pour les frais logistiques qu'on va envoyer. Donc on est toujours en US dollars. On a un contrôle qualité, on sait que ça va nous coûter 130 dollars. Là, pareil, si vous ne savez pas combien ça coûte, vous pouvez laisser l'option standard qui est déjà pré-remplie. Après, pour le transport international, là, on peut dire qu'on a fait un devis avec un transporteur qui nous a dit que c'était 400 dollars, donc on va mettre 400 dollars. Et après, la transport Amazon, on va dire qu'il n'y a pas parce que c'est déjà compris dans ce prix-là et on n'a pas besoin de toucher. Là, on arrive à la partie douane. Donc là, si vous vous souvenez bien, avant, ce qu'il fallait faire pour la partie douane, c'est qu'il fallait aller sur le site du gouvernement, essayer de taper le produit qu'on avait. Enfin bref, c'était un peu chiant. Et là, l'intérêt, c'est qu'avec la description que vous avez donnée, vous pouvez en fait directement avoir le droit de douane qui va vous être prédéfini. Donc en gros, là, il sait que je veux vendre un moulin à café manuel. Donc il a trouvé le code TARIC. Si jamais je veux aller vérifier, j'ai juste à copier-coller ça sur le site du gouvernement pour m'assurer que voilà, ce soit bien le bon code TARIC. Donc là, le droit de douane, il est à 5,6% et le taux de TVA à l'import, il est de 20%. Après, on a aussi l'étape, on peut le faire manuellement si on préfère. Donc là, voilà, on a toutes les catégories qui sont suggérées. Et si on ne veut pas passer par le mode automatique, on peut le faire à la main. Bon, c'est un peu plus chiant du coup, autant faire en automatique. Après, là, on est sur la catégorie Amazon. Donc, il y a différentes catégories sur Amazon et en fonction de ça, ça va pas être les mêmes frais de commission d'Amazon. Donc là, il m'a mis que c'était la catégorie autre. Bon, là, c'est pas un produit dangereux, donc on laisse. Et ici, avant la fin, on arrive sur les paramètres publicitaires. Donc là, pareil, si c'est un truc que vous connaissez pas, vous pouvez laisser tous les paramètres qui sont pré-remplis. Donc voilà, si vous avez aucune idée, vous avez rien à toucher, vous laissez les trucs pré-remplis. Et si jamais au contraire, vous avez déjà toutes les données parce que vous avez fait les recherches sur Amazon, que vous connaissez le CPC moyen, vous connaissez le taux de conversion moyen de la niche, etc. Vous avez tout à remplir ici. Et après, pareil, on peut passer. Tac. Là, bon, c'est pas obligatoire, mais si jamais vous voulez calculer un peu vos coûts de lancement, Oui. donc pour savoir à combien ça va vous coûter. Donc là, en gros, c'est tout simplement lorsque vous faites par exemple appel à des prestataires pour pouvoir faire le contenu à plus, pour pouvoir déclarer la marque, voilà, toutes les petites choses en plus, par exemple, développement avec les médecins, etc. Donc, ces choses-là, c'est ici en fait, que vous devez les rajouter. C'est bien ça, Clément? Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas obligatoire si vous voulez juste calculer votre rentabilité. Mais si par exemple vous voulez avoir une idée précise de combien ça va vous coûter de lancer ce produit, en fait vous avez juste à aller ici. Là, on a déjà mis des trucs pré-remplis pour vous faciliter la vie, donc vous avez juste à cliquer. Et sinon, là, vous pouvez en fait ajouter un coût de lancement. Donc là, par exemple, on peut mettre médecin. On met que ça a coûté, je sais pas, 1000 euros. Et hop, on ajoute un coût de lancement comme ça. On peut en remettre plusieurs. Et après, mis bout à bout, on aura une idée à peu près précise de combien ça va nous coûter Au lancement. de faire le lancement entre le stock, le PPC, la marque, etc. Ok. Et l'avantage, c'est qu'après, il suffit juste de retirer ces aspects-là pour les fois prochaines, par exemple sur la deuxième commande. Oui, c'est ça. Après, ça te permet d'avoir la rentabilité aussi au lancement et la rentabilité hors lancement. Parce que Ok. forcément, tu sais, quand tu lances ton produit, tu vas pas.
forcément, tu n'auras pas une rentabilité incroyable parce que tu as pas mal de coûts qui sont fixes que tu vas avoir uniquement la première fois. Donc, par exemple, le photographe, les infographies, le code barre, etc. Et après, sur les autres commandes, forcément, tu n'auras plus ces coûts fixes-là. Et donc, ce ne sera pas la même rentabilité. Du coup, là, on arrive à la fin. Donc là, c'est là où on commence à avoir toutes les données et qu'on peut s'amuser. Donc là, on a une répartition en fait de tous les frais, les différents frais qu'on a, les différents coûts. Et ici, on arrive à avoir un petit peu, voilà, donc là, on a le bénéfice net, donc on sait qu'on peut gagner 28,84 euros par produit. On a un ROI à 56%, on a un total de coût de 51 euros et un prix de vente à 80 euros par unité. Et après, ce qu'on s'est dit ce qu'on s'est amusé à faire en plus de ça, parce que là, bon, c'est intéressant pour un petit peu calculer sa rentabilité globale, mais on a mis aussi différentes sections pour voir en fait à certains points, est-ce qu'on peut améliorer ou pas la rentabilité, est-ce on peut réussir à gratter si on fait quelques changements. Donc là, oui, on a la TVA, on a aussi les frais de vente, parce qu'il y a des choses qui sont pas calculées, mais par exemple les frais numériques. Donc ça, par Oui. exemple, tu vois, il y a aucun tableau Excel qui prend en compte les frais numériques, mais c'est quand même 3%, tu vois. Donc là, ça représente 54 centimes d'euros par unité. Donc mine de rien, c'est pas un truc énorme, mais voilà, faut le prendre en compte. Ouais, Donc ça, c'est pris en compte. Là, pareil, tu vas avoir le détail des coûts publicitaires. Donc ça va t'expliquer, ok, combien ça va te coûter par produit pour vendre ton produit. Là, les coûts de lancement, c'est ce qu'on avait vu avant. L'expédition FBA, donc c'est les coûts d'expédition liés à ton produit. Donc là, on a fait un petit truc un peu comme ça. Là, tu as l'impact des retours, donc c'est-à-dire voilà, à partir de combien de taux de retour bah, ton produit est plus rentable et ça se pète la gueule. Donc ça te ok. permet de surveiller un petit peu ça. Les coûts de stockage, parce que pareil, dans les tableaux Excel, c'est rarement calculé. Mais là, tu vois, on te dit ton coût de stockage mensuel, ce serait de 25 euros et en haute saison, 43 euros. Donc ça te permet pareil d'avoir exactement tous les chiffres de manière assez précise pour être à peu près sûr de ce que tu es en train de faire. Ok. Et après, là, ce qu'on a fait aussi dans le truc expédition FBA, c'est qu'on a mis un optimisateur de colis, un package optimisateur où là, si tu cliques, ça t'ouvre sur une page. Et en gros, ça te permet de te dire, OK, bah, si tu, par exemple, tu réussis à diminuer ton packaging de 2 centimètres, bah, tu vas pouvoir économiser tant sur les frais FBA, tu vas pouvoir économiser tant sur le stockage, et du coup, Ouais. ta marge serait de temps, et donc tu aurais tout intérêt à réussir à faire ça. Ou au contraire, des fois, il y a un truc un peu contre-intuitif, mais des fois, tu peux augmenter un peu la taille du colis. Ça modifiera pas les frais FBA, mais ça modifiera les coûts de stockage qui seront inférieurs. Et du coup, tu peux gagner aussi de l'argent comme ça. Ouais, clairement. Et ça, je l'ai vu plein, plein, plein de fois, où carrément, bah, selon le conditionnement, par exemple, en redisant le conditionnement, certes, ça coûte plus cher à l'achat, parce que tu as, par exemple, un deuil pack au lieu d'un pilulier, par exemple. Mais par contre, au niveau des frais Amazon, au niveau du stockage et de l'envoi surtout, bah, en fait, ça fait une grosse différence. Donc parfois, en faisant, entre guillemets, en dépensant un peu plus, bah, pour avoir un MOQ un peu plus élevé, bah, en réalité, ça revient exactement au même sur le long terme avec, par exemple, les frais d'expédition. Tu vois. Ouais. Du Ok. coup, voilà, il y a plein de trucs. On essaie de continuer à améliorer l'outil. Donc là, il y aura aussi une partie un peu cash flow pour savoir voilà, combien il faut de budget pour pouvoir continuer à recommander des produits si jamais votre business Amazon fonctionne et décolle. Enfin bref, on va continuer à améliorer le produit. Donc si vous voulez le tester, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à nous faire un petit retour aussi, ça nous Ok. aidera. Top. Bah, franchement, allez-y parce que c'est vrai que les fichiers Excel, c'est assez long et chronophage. Et surtout, profitez-en parce que pour le moment, c'est gratuit. Et ce genre d'outil, pour le moment, c'est gratuit et au bout d'un moment, donc c'est normal. Il va falloir faire en sorte de passer à la caisse. Donc là, pour le moment, essayez vraiment de le rincer, d'optimiser vos coûts, vos produits, etc. Et parce qu'en réalité, bon, bah, ça va vous permettre sur le long terme de faire des économies et savoir surtout, parce que tu sais qu'il y en a beaucoup aussi qui se lancent et qui pensent gagner de l'argent, mais en réalité, ils perdent de l'argent, ils ne s'en rendent même pas compte. Ouais, bah, en même temps, ça peut arriver vite, hein. Tu te rates un peu dans le calcul ou tu fais ça un peu à l'arrache. Après, derrière, tu te retrouves avec des produits qui sont quasiment pas rentables ou alors finalement, tu n'avais pas pris le budget publicitaire en compte Ouais, et tu crames tout dans la pub et derrière, il te reste clairement. des miettes.
Ouais, ça c'est une réalité et malheureusement ça touche quand même beaucoup de monde. Ok, ouais, c'est vrai. Non, bah top. Ok, bah top. Bah, franchement, Clément, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bah, écoute, merci à toi Amar et puis à la prochaine, hein. À la prochaine. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous souhaitez vous lancer sur Amazon en private label, vous pouvez contacter directement Clément sur la chaîne Stupid Seller. Et bien sûr, si vous souhaitez vous lancer en achat-revente, j'ai une formation gratuite qui vous permet de comprendre l'écosystème Amazon en achat-revente et comprendre de quelle façon l'achat-revente peut vous permettre de vendre rapidement sur Amazon. Le lien, il est en bio. Et n'oubliez pas de nous faire un retour en commentaire si vous avez aimé ce podcast et de vous abonner. Je vous dis à plus tard.